commencer à cette réunion et de m'avoir invité. Je vais parler assis. D'habitude, je suis plutôt debout et tout, mais c'est mon dernier meeting là, avant une petite pause. J'ai dû faire 160 réunions contre la loi El Khomri et depuis le 1er septembre, ça doit être la 20e ou 25e, contre les ordonnances de M. Macron qui permettent à chacune d'elles de parler effectivement du droit du travail et de la souffrance au travail, puisque c'est le sujet de ce soir. Comment vous dire, si vous faites projeter des films, j'en ai un à vous conseiller si vous ne l'avez pas encore vu, ça s'appelle Mémoire d'un condamné. Il sort la semaine prochaine, le 1er novembre. C'est sur la vie et la mort de Jules Durand, qui était un ouvrier charbonnier docker au Havre en 1906, qui avait fait une grève pour la journée de 8 heures, comme ça je suis déjà dans mon sujet. Et il souffrait pour décharger le charbon qui venait de Liverpool et Manchester. Et le patronat leur avait accordé la journée de 8 heures et des douches, c'était déjà une grande victoire. Mais ils faisaient un tapis roulant, une machine qui s'appelait Tancarville, pour supprimer leur travail et décharger le charbon à leur place. Ils ont fait grève de 13 jours. Et le 13e jour, Jules Durand, qui était le secrétaire de la CGT, était chez lui, il avait 2 enfants, il était président de la Ligue des droits de l'homme du Havre. Et président de la Ligue anti-alcoolique, en plus d'être syndicaliste. Et ce soir-là, sur les quais, il y a eu une rixe entre les alcooliques. 2 grévistes et puis un jaune, comme on disait, mais ils s'appelaient eux-mêmes jaunes, les non-grévistes. Il y avait un parti des jaunes à l'époque. Et l'homme qui était là s'appelait Léon Daugé, il s'est battu avec 2 grévistes, dans la chute, il est tombé la tête contre le caniveau, il y a eu une fracture du crâne et il est mort dans la nuit à l'hôpital. Et ils ont arrêté Jules Durand en l'accusant d'avoir donné l'ordre de tuer Léon Daugé. Et la Transat, qui était la société, a trouvé 10 témoins qui ont accusé Jules Durand et ils l'ont condamné à mort. C'est la première, c'est le Dreyfus ouvrier. C'est Sacco et Vanzetti français. L'avocat de Jules Durand était René Coty. Et son défenseur numéro 1 était Jean Jaurès et Anatole France. Et ils lui ont fait subir un tel sort, il mettait la lumière toute la nuit, il lui mettait du fer, enfin un tel sort qu'il est devenu, il a perdu la raison. Et alors ils ne l'ont pas exécuté, il y a eu des manifestations partout, dans le monde et en France, et puis il est devenu complètement, il écrivait des lettres qui étaient des belles lettres au début, puis de plus en plus délirantes, et ils l'ont emmené à Sainte-Anne à Paris. Là on a inauguré avec Christiane Taubira Henri Leclerc et qu'est-ce qu'il y avait, la petite fille de Jules Durand et puis Anne Hidalgo, un soir à côté de Sainte-Anne, en juin à cause de ça, parce que l'anniversaire, le centenaire, c'est au mois de novembre, qu'il a été gracié, novembre 17. Donc le film sort, Mémoire d'un condamné, sur la vie de Jules Durand. Alors il y a une pièce d'Armand Salacrou, moi j'avais 18 ans quand je l'ai vue en 1963, elle avait été écrite en 1961. Et il y a un roman de Philippe Huet qui retrace sa vie, et si vous avez internet, vous faites Jules Durand ce soir, et vous aurez une idée de l'ampleur de la question qui a été totalement oubliée pendant un siècle, mais qui est totalement liée à la défense aux droits et aux origines du mouvement ouvrier français. Ça collerait sûrement avec tout, la Ligue des droits de l'homme, la souffrance ouvrière, les luttes ouvrières, un centenaire, et les gens disent Jules Durand, ils croient que c'est pas un vrai nom, mais si, c'était bel et bien, évidemment son nom, mais c'était un nom fréquent, et c'était un grand homme. Est-ce que tout le monde entend au fond de la salle? Je parle assez fort, sinon je peux peut-être prendre le micro, je ne sais pas si ça il marche. Il marche, si ça améliore, pour votre confort, sinon vous me le dites. Bon, bah, je vais le faire a cappella. Merci de votre indulgence, et vous me le dites si ma voix baisse dans le fond, vous faites des signes. Bon, écoutez, j'ai fait, c'est vrai, moi je suis un fils d'ouvrier, mon père était chaudronnier, menuisier, ma mère était aide-soignante, j'ai fait
14 métiers différents. J'ai été ouvrier moi-même pendant assez longtemps finalement. Et après, j'ai passé le concours d'inspecteur du travail au bout de 14 ans de travaux d'hiver. Et pendant 25 ans, 26 ans, j'ai contrôlé 9 à 10 000 entreprises dans l'agriculture comme dans l'industrie et à Paris, dans les services, avec le code du travail à la main. Et j'ai dû enquêter dans ma vie sur 14 accidents mortels. Je dis ça parce que pour un inspecteur, c'est ce qui vous marque, parce que vous intervenez, vous voyez ce qui s'est passé. J'ai encore, chaque fois que je l'évoque, ça me touche encore, je sens que ça... C'était la dernière enquête que j'ai faite en 2010, c'était un jeune homme de 22 ans qui réparait un ascenseur, il lui avait ordonné de le faire le vendredi soir. Et il l'avait accompagné d'un jeune qui n'était pas formé. Évidemment, l'ascenseur s'est remis en route et il l'a écrasé. Souffrance terrible, violence terrible. J'ai encore dans les yeux sa compagne qui me disait on allait aller au concert ce soir-là. Et voilà. Il y avait tout, l'arbre des causes, comme on dit quand on fait une enquête, tout y était. La presse, la pression, les heures supplémentaires, le vendredi soir, l'obligation d'intervenir, les mauvaises conditions, un couple d'ouvriers qui n'étaient pas appareillés, il y en avait un qui n'était pas assez formé par rapport à l'autre. Et c'était au cœur de Paris, au centre du Crédit Lyonnais, à côté de l'Opéra. Et bon, c'était le 14e, mais je ne vais pas vous raconter tous ces autres accidents. Ça me permet seulement d'introduire le fait qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près 600 morts chaque année par le travail. Accident, mortel. Vous ne verrez jamais ça à la télévision. On ne vous en parle jamais. Parfois, dans la presse, c'est des faits divers, une petite page, un petit article. Mais il n'y a jamais d'émission qui récapitule. Or, les accidents du travail réaugmentent depuis 2 à 3 ans. Et ils réaugmentent dans la jeunesse. Le nombre d'accidents frappants des jeunes est passé devant le nombre d'accidents frappants des adultes. Ça, c'est depuis que M. de Villepin a rétabli l'apprentissage à 14 ans en 2006 et a permis qu'à nouveau des jeunes de 14-16 ans travaillent le dimanche et de nuit. Et à Mulhouse, il y a eu en 2014, ils ont mis un jeune pour nettoyer le pétrin d'une boulangerie industrielle. Le pétrin s'est remis en route et le jeune a été broyé. Il avait 14 ans et demi. Vous avez parfois me dit, vous faites du Zola, Philoche, quand vous faites ça. Oui, parce qu'il n'y a rien de changé sur le fond. Vous savez, quand il y a 600 morts, on se dit, mais comment un pays comme le nôtre peut-il supporter ça? Parce que nous avons la possibilité de lutter contre les causes de ces accidents. Alors dans le monde entier, le travail tue, c'est même la principale cause de décès. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, dit qu'il y a 2 millions de victimes du travail chaque année. 2 millions sur l'ensemble de la planète. C'est plus que les guerres, et c'est presque autant que les pandémies. Et un peu moins que les accidents de la route. Mais ça fait réfléchir de voir que nous avons des centaines de milliers de maladies professionnelles avec des effets directs. C'est pas seulement dans les campagnes électorales qu'il faut parler des perturbateurs endocriniens. Parce qu'aux 600 morts en France, je voudrais vous ajouter qu'il y a 4500 handicapés du travail chaque année. Alors ça peut être un petit handicap, hein. Vous pouvez avoir une blessure à la main, ce fut le cas de mon père, la meule s'était retournée, le couteau sur la meule. À l'époque, on ne réparait pas les doigts, je l'ai toujours connu avec les 2 doigts pliés comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Et la fin de ses jours, et comme il était menuisier, il a eu un cancer du sinus et de la gorge, et c'est le cancer du menuisier, provoqué par les poussières de bois. Mais ils ont dit, comme toujours, et ça me permet de passer aux maladies professionnelles, qu'il fumait. Et donc ce n'était pas les poussières de bois. Parce que les maladies professionnelles en France sont des dizaines de milliers, et on ne sait pas bien les chiffres. Il n'y a pas de reconnaissance de ces maladies, et c'est un mal fou pour l'amiante. On sait qu'on a 100 000 morts dues à l'amiante en 30 ans, 3 000 morts par an, mais elles ne sont pas reconnues ni comme des maladies professionnelles, ni réparées du point de vue des conséquences pour l'ensemble des familles qui sont frappées.
Et alors, les maladies professionnelles, c'est un vrai problème dans notre pays, parce qu'il y a un tableau des maladies professionnelles, et ensuite il y a des difficultés, s'il y a ici des agents de la Caisse régionale d'assurance maladie, des médecins du travail, ils le savent parfaitement, et pas seulement moi comme inspecteur du travail, il y a un problème d'administratif pour la reconnaissance. Alors on comprend, c'est pour éviter que ça soit payé, c'est pour éviter de compenser. Donc il y a tellement de paperasse, de difficultés, d'examens, un parcours du combattant pour faire reconnaître une maladie professionnelle. Nous sommes le pays qui en Europe a le plus grande difficulté sur cette question-là de reconnaissance, de statistiques et de réparation. Mais là, je vais vous dire la totale. 600 morts par accident du travail, 4500 handicapés, en gros des dizaines de milliers, puisque je ne peux pas chiffrer autrement, de maladies professionnelles, et 650 000 arrêts par an pour un AT. Alors l'AT, ça peut être, on se coupe avec un cutter, je suis d'accord. Mais parfois vous chutez dans l'escalier, c'est dans l'escalier de l'entreprise. Mais parfois la chute dans l'escalier peut être absolument bénigne, et parfois peut être mortelle. Ça dépend comment l'escalier est. Et si on est intervenu, si on a corrigé, si on n'a pas corrigé, tout ça dépend, fait et rentre dans les accidents. Et quand je vous parle des accidents, je ne vous parle pas des accidents du trajet. Parce qu'il y a une différence entre l'accident du travail et l'accident du trajet pour aller au travail. Et la réparation pour l'accident du trajet est encore moindre que pour l'accident du travail, évidemment, pour les maladies professionnelles. Alors pourquoi on en est là? Parce que pendant des décennies, en fait, le facteur de rentabilité, de compétitivité, de productivité ont toujours dominé dans la philosophie du fonctionnement des entreprises par rapport au respect de la personne humaine. La personne humaine, elle était méprisée au tout début de l'industrie. Alors là, vous savez tous dans cette salle, pour remonter en 1840, vous avez le rapport du docteur Villermé, qui est le plus célèbre rapport en France, sur l'état physique, moral et mental des ouvriers dans les fabriques, on disait les fabriques. Il a fait une étude dans une vingtaine de villes en France, et il a observé les gens qui mouraient parce qu'ils travaillaient 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour, femmes et enfants. Et comme il a décrit ça, ça a pesé à l'époque, on est 1841 pour la première mesure de réduction du temps de travail pour les enfants. Et il y a eu pratiquement, il a fallu 80 ans entre 1840 et 1920 pour qu'on rentre dans les textes la durée du travail limitée à 10 heures par jour. Et encore, c'était dans les textes, ça n'a pas été respecté. Mais 80 ans. Alors vous retrouverez ça aussi, c'est un autre film, mais si vous le voyez, c'est sur le jeune Marx, un film qui est sorti tout récemment, qui est très peu diffusé, hélas, parce que là, c'est les jeunes Engels, Marx et leurs amis, leurs copines, Jenny et Marie, qui décrivent la condition ouvrière au début des années 1840. En même temps, en Grande-Bretagne, ils le font que pour le docteur Villermé. Et Engels était le fils d'un patron riche britannique qui avait 3 entreprises de vêtements et qui traitait les salariés comme des chiens dans les conditions que je viens de décrire. Et Engels est devenu amoureux d'une des ouvrières et ça l'a rapproché de la condition ouvrière au point où il a décrit de très près quelle était la vie de tous ces gens. Et c'est l'étude en Grande-Bretagne qui était symétrique de celle de Villermé. Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'a rapproché Engels et Marx, parce que Marx a lu cette étude, et c'est à partir de là que leur amitié s'est nouée, et le film nous raconte que la période qui va de 1840 à 1848, c'est-à-dire leur jeunesse, les 400 coups, ils fument, ils boivent, etc. C'est très rafraîchissant comme film. Mais pas le moment où ils décrivent la souffrance ouvrière de ces années-là. Alors, la souffrance ouvrière, elle ne va pas s'arrêter comme ça, hein. Il faut qu'il y ait 1848, les révolutions européennes en 1848, pour qu'il y ait un coup d'arrêt et qu'à nouveau la durée du travail baisse. Parce que la réponse qui est faite par le docteur Villermé, c'est il faut travailler moins. Et l'histoire du Code du travail est l'histoire de la réduction du temps de travail. Et la réduction du temps de travail est indissociable de la réduction de la souffrance au travail. Il est évident que les durées du travail tuent quand elles sont 15-16 heures par jour. Quel que soit le travail fait d'ailleurs, parce que c'est une surcharge mentale ou une surcharge physique. Mais les deux sont absolument mortifères.
Et quand les revendications pour la journée de 8 heures ont commencé à percer, il y avait quelque chose d'extraordinaire que nous n'avons toujours pas conquis, qu'on a parfois conquis et qu'on a en train de reperdre. C'est que la journée de 8 heures, qui était réclamée au-delà de la journée de 10 heures, c'était 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Et ça, c'est parce que le corps humain, il ne peut pas faire autrement. Il n'y a aucune entreprise ne doit pouvoir violer ce fonctionnement du corps humain. Nous sommes biologiquement, nécessairement obligés de nous reposer, et nous avons besoin d'une vie équilibrée, de famille et de loisirs, et le reste du temps pour travailler. Et la notion des 3-8 est une notion, écoutez-moi bien, révolutionnaire. Alors pas au sens de, comment il a appelé son bouquin Macron, révolution, non, lui, c'est la contre-révolution. Mais les 3-8, c'est révolutionnaire. Parce que les 3-8, c'est encadrer la vie des humains qui produisent de façon à ce qu'ils puissent vivre décemment. Et donc, quand on reprend ma petite histoire que je suis en train de faire, alors là, 1848, il y a la Révolution qui baisse un peu la durée du travail. Vous avez la Commune de Paris qui fout une telle peur à l'ensemble du patronat que d'abord ils la répriment, puis ensuite ils cherchent pour comment ça pourrait ne pas se reproduire, et ils font un certain nombre de concessions. En 1884, vous avez la naissance des unions qui sont en fait les pré-syndicats, et en 1892, vous avez la naissance de l'inspection du travail. Sachez que la naissance de l'inspection du travail se fait avec des très mauvais arguments. C'est pas qu'ils sont généreux, c'est parce que les patrons se surveillent entre eux, et ils disent, si je baisse la durée du travail chez moi, qu'est-ce que tu me prouves que tu vas le faire chez toi? Donc ils inventent un corps de notables, de hauts fonctionnaires, qui sont là pour vérifier que les patrons sont loyaux entre eux. De la même façon que les arguments pour la fin du travail des enfants et la suppression du travail de nuit des femmes, par exemple, n'étaient pas du tout des arguments progressistes. Le recul du travail des enfants, l'interdiction, c'était pour avoir des soldats. Parce que sinon, il n'y avait pas assez de soldats. Ils mouraient dans les fabriques, on ne pouvait pas les utiliser sur les fronts. Et pour les femmes, c'est pareil, c'est parce qu'elles ne faisaient pas assez d'enfants dans ces conditions. Et donc la patrie était en danger sur le plan militaire parce qu'on tuait ces humains sur le plan ouvrier. Donc c'est des arguments qui l'ont emporté, qui étaient très réactionnaires, mais qui finalement ont quand même pesé pour qu'il y ait une réduction progressive du temps de travail jusqu'à ce qu'il y ait des explosions sociales. Et le vrai changement historique, il s'est produit en 1906. Alors pas seulement Jules Durand, même d'un certain point de vue, Jules Durand, c'était un coup porté contre la classe ouvrière. En 1906, c'est la catastrophe de Courrières. Alors c'est dans le Pas-de-Calais, et la catastrophe de Courrières, elle se situe le 10 mars 1906. La veille, le 9 mars, le porion alerte l'employeur en lui disant il y a un incendie dans une des galeries, il y a des risques, il ne faut pas aller travailler demain. Et le patron n'en a rien à faire, il dit allez travailler. Et il va y avoir un coup de grisou qui va tuer 1099 mineurs. C'est la plus grande catastrophe de notre pays dans le fond de la mine. Et le patron va dire encore le lendemain retournez travailler. Les mineurs vont hésiter, mais il les menace avec des arguments presque d'aujourd'hui encore. Et si vous ne travaillez pas, j'ai plus d'argent et je ferme la mine. Donc ils sont retournés travailler. Mais l'événement a été un choc incroyable. C'est que 20 jours plus tard, c'est-à-dire le 30 mars 1906, 14 mineurs sont sortis par leurs propres moyens, du fond des galeries. Ils avaient réussi à survivre, à creuser, à s'espacer. Là, vous avez tout dans Zola, tout ça, etc. Mais, et ils sortent des galeries. Et le choc en France est tel que Clémenceau, qui est le chef du gouvernement, va prendre une décision historique. Il va créer le ministère du Travail. Il n'y en avait pas avant. C'était une petite cellule dans le ministère de l'économie et de l'industrie. Et là, il crée le ministère du Travail, écoutez-moi bien, pour qu'il résiste au ministère de l'économie. Pour qu'il résiste aux exigences patronales comme le patron de Courrières. Le droit du travail et le ministère du Travail se construisent en opposition
aux exigences de compétitivité, de productivité, de rentabilité, etc. Et il va falloir encore quelques temps, puisque le vrai code du travail, officiellement, il naît 4 ans plus tard, en décembre 1910. Je me rappelle encore, parce qu'en 2010, j'écrivais avec 2 personnes un communiqué au nom du Parti Socialiste à l'époque, qui disait « Vive le Code du travail, 100 ans de Code du travail, ne pas y toucher comme la prunelle de nos yeux, c'est le bien des travailleurs, c'est la protection des travailleurs. » Je me rappelle du communiqué enthousiaste que nous avions fait. Les 2 autres personnes qui étaient autour de la table, qui le signaient avec moi, s'appelaient l'un Alain Vidalis et l'autre François Hollande. Mais on était en 2010. Et en 1910, le Code avait pourtant quoi? Il était gros comme ça. Il y avait 3 lois et 80 décrets. Mais il n'y avait que 83 millions de salariés. Alors évidemment, il a grossi le Code du travail. Et le Code du travail, il a grossi parce que justement, il avait comme fonction peu à peu de lutter contre la souffrance au travail. Comprenez-moi bien que le Code, ça n'est pas un droit des entreprises. C'est un droit, je sais que j'enfonce un clou, mais en fait, ce qu'ils veulent le faire devenir, c'est un code des entreprises, bien sûr. Et or, c'est un code des humains qui sont dans les entreprises. Et les lois contenues dans ce code s'appliquent aux employeurs. Ce sont les employeurs qui sont assujettis au code du travail. Et qui ont donc des obligations par la loi pour respecter les humains qui travaillent. C'est ça la conception qui a été développée tout le XXe siècle. Et qu'on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Qu'on retrouve encore dans la Charte européenne des droits humains de 1999, qu'on trouve dans le développement des conventions de l'Organisation internationale du travail. Et là, je viens de vous mentionner quelque chose qui est extraordinaire. Il existe, dites-vous bien dans cette salle, une Organisation internationale du travail. Pour qu'il y ait un droit international planétaire. On ne veut pas qu'il y ait de différence et de victimes nulle part. On veut qu'il y ait les mêmes droits qui progressent sur toute la planète. Je vais du coup vous dire combien c'est imbécile de vouloir un droit boutique par boutique et entreprise par entreprise. C'est une vraie contre-révolution mentale que de s'opposer à la bataille pour un droit planétaire et de dire mais on ne va pas faire la même chose rue Saint-Martin et rue Mellet. Et là on est au cœur de la question posée. Parce que l'idée d'un droit planétaire, c'est un droit des humains. Je le dis et je le redis, parce que j'ai eu tellement d'arguments. On me dit, ouais, mais ça ne peut pas être pareil le droit au garagiste du coin et chez PSA. Ben, bien sûr que si, ça doit être le même droit. Puisque ce n'est pas lié à l'entreprise, c'est lié aux gens. Les 3-8, ils ont droit tous, dans le garage du coin, comme chez PSA, d'avoir 8 heures de loisirs, 8 heures de travail et 8 heures de repos. On ne peut pas changer à moins qu'on trouve des fantasmagories pour modifier le corps humain et que le corps humain des gens des grandes entreprises soit d'un seul coup porté et qu'ils puissent travailler 16 heures sans fatiguer. Non, le corps humain est le même partout, donc le droit s'applique aux humains et les humains c'est un principe universel. Et je vais vous dire, ajouter quelque chose, le droit du travail devrait être constitutif du droit de la concurrence. Parce que il y a une OMC, Organisation mondiale du commerce, comme il y a une OIT. Sauf que l'OMC, elle a des possibilités de sanctions. L'OIT n'a pas de possibilité de sanctions. Mais il faut des sanctions si on veut appliquer un droit. D'ailleurs, ceux qui disent aussi le commerce le savent bien. C'est pour ça qu'ils se sont permis d'en avoir. Donc il en faut pour l'OIT, de la même façon que l'OIT a mis en place, et dans tous les pays, une inspection du travail. Parce qu'il n'y a pas l'inspection du travail qu'en France. L'inspection du travail, c'est dans 140 pays. Et des conventions sont signées par 40, 60, 80, 150 pays, ça dépend lesquels. Mais elles régentent par-dessus les lois nationales et par-dessus les accords de branche et autres. Elles tentent de régenter le droit du travail comme une règle de concurrence internationale qui s'impose partout. Si le droit du travail était constitutif du droit de la concurrence, le socialisme serait déjà mondial.
Ce que font les capitalistes, c'est d'exclure le droit du travail de la concurrence. On retient tous les autres paramètres, mais on ne retient pas celui-là. Et la bataille, c'est pour protéger, je répète, et l'histoire du Code du travail, en France alors, parce qu'il n'y en a pas eu partout, mais en France, c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est une construction sociale. D'ailleurs, une raison pour laquelle moi, je ne suis pas trop pour le réécrire. Parce que même si on mettait les meilleurs autour d'une table pendant une semaine pour écrire un texte, un droit du travail, comme on dit parfois à juste titre, pour donner une perspective heureuse, un droit du travail du XXIe siècle, je ne suis pas sûr que ce serait la meilleure façon de faire. Parce que quand un texte comme le Code du travail, il a été le produit des luttes sociales à chaque période. Celle des années 20, celle des années 40, celle des années 50, de mai 68, celle de 80-82, de 95, des 35 heures. Donc c'est une évolution qui exprime des rapports de force. C'est un texte vivant, le Code du travail, c'est pas un texte mort. Et ce texte-là, on le met tout de suite en relation avec les droits qui s'exercent ou qui ne s'exercent pas pour défendre à la fois notre santé, notre hygiène, notre sécurité, nos salaires, nos horaires. Et les horaires ayant l'influence sur tout le reste. Alors, à ce stade, vous savez, toutes les caricatures qui ont été faites et qui sont faites en ce moment du Code du travail. Je veux dire, je vais essayer de me lever un petit peu. Oui. Ouais. Alors, qui ont été faites du Code du travail. C'est parce que je veux vous montrer comment Pujadas avait montré au journal télévisé le code. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il avait dit, en début de journal télévisé, 1,4 kg. Il fait 1,4 kg. 6 millions ou 7 millions de personnes avaient vu le Code du travail comme ça. Mais c'est très insolent. C'est pour dire aux gens, ce code, c'est pas à vous. Vous ne pourrez pas le lire. Vous ne pourrez pas le connaître. On a raison de le réduire. Il faut le remettre en cause. Vous ne le lirez jamais, 1,4 kg. C'est pas pour vous. Et tous ceux qui mettent en cause le Code du travail ont bien des raisons. C'est trop compliqué. Vous n'arriverez jamais à en sortir quelque chose de véritable pour chacun de vous. Et Bayrou avait fait pire, à déparoler des actes, qui avait balancé le Code du travail sur la table, et il avait dit 3900 pages, c'est à cause de ça qu'il y a tellement de chômage en France. Et après, il avait sorti un petit opuscule, gros comme ça, qu'on ne voyait pas bien à la télévision. Il avait dit, c'est le Code du travail suisse, regardez, il est tout petit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage en Suisse. Alors, faut nous prendre pour des gogos, je veux dire, c'est une honte. Un homme politique qui fait ça, c'est une honte. D'abord, sur les 3900 pages, il y a 675 pages de loi. Le reste, c'est des arrêtés, des décrets, des commentaires de la jurisprudence, et des commentaires de la jurisprudence, plus des glossaires, des sommaires. C'est-à-dire qu'il y a 3300 pages de commentaires, mais comme dans tous les codes. En France, il y a 27 codes. Il n'a pas montré le code des impôts. Il n'a pas montré le code de la sécurité sociale, il n'a pas montré le code de l'agriculture. C'est que le code de la route est plus gros que le code du travail. Donc ça ne tenait pas à l'argument, mais c'était violent, c'était pour dire que ça ne doit pas exister la protection de la personne humaine au travail. Et quand il montre le code du travail suisse, il se trompe aussi parce qu'il n'y a pas de code du travail en Suisse. Il montre un opuscule qui est un traité pour la paix au travail signé entre les cantons en 1945 après-guerre. Ça n'a aucune influence sur le chômage en Suisse, je vous le dis tout de suite, parce que quand il y a des chômages en Suisse, les gens c'est des frontaliers, ils vont s'inscrire en Italie, en France ou ailleurs, donc c'est pas un problème. Et en plus on pourrait dire à Bayrou, si regardez le taux du SMIC suisse, on n'a qu'à nous l'imposer à nous et on s'en portera bien mieux, hein, il est à peu près le double du nôtre. Donc il n'y avait pas un argument, mais c'était pour attaquer, je dis bien, la dignité de ceux qui travaillent. Et toute l'attaque contre le code est du même genre. Hein, c'est le code, en fait, il est le plus dénigré. Il est le moins enseigné. On envoie des bombes en alternance sans leur avoir donné la moindre indication de ce qu'est un droit du travail, une horaire, un délégué, une convention collective. Et il est le plus fraudé. Alors moi, vous savez, quand on est inspecteur du travail, on est un peu comme gendarme, c'est vrai, du patronat. Alors quand on fait
30 ans de contrôle, à la fin, c'est vrai qu'on n'aime pas les patrons. Mais j'ai tort, parce que je ne vais pas me laisser aller comme ça. Alors j'avais dit une fois, je crois que c'est en Bretagne, à Plouermel, j'avais dit, il y a plus d'un patron sur deux qui est un délinquant. Alors le maire là-bas, il m'avait interdit de parler dans sa ville à l'avenir. Je crois que c'était Ancelin, c'était un pote à Alain Madelin. Et je remonte à Paris, et puis l'AFP me dit, vous avez dit ça, monsieur Filoche, là-bas. Je dis, oui, mais je me suis trompé, c'est plus d'un sur deux. Alors pourquoi je disais ça? Pas par excès, pas par fanfaronnade, mais parce qu'il y a plus d'un patron sur deux qui ne paye pas les heures supplémentaires, par exemple. Les heures supplémentaires, quand on est inspecteur, c'est le problème récurrent. Vous avez probablement en France 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont pas déclarées, pas sur les feuilles de paye, pas majorées, pas payées. Tu restes, allez, j'ai besoin de toi ce soir, on s'arrangera, et hop, il n'y a jamais la comptabilité, pourtant le temps c'est de l'argent, pas seulement de l'argent. Si vous vous rappelez mon premier exemple, sur le jeune homme de 22 ans écrasé par son ascenseur, c'était aussi parce qu'il était tard en heures supplémentaires et les conditions de travail s'étaient dégradées. Donc la vie peut être mise en cause par ça. Mais les heures supplémentaires, c'est la flexibilité qu'utilisent le plus souvent les employeurs. Et ils les payent le moins. Il y en a 1 milliard probablement qui ne sont pas déclarés. Je peux vous expliquer, si vous voulez, comment je fais le compte, à partir d'un certain nombre de croisements d'éléments statistiques. Et à l'inspection du travail, 8 plaintes sur 10 sont liées à des heures supplémentaires pas déclarées. Et vous savez que 1 milliard d'heures supplémentaires pas déclarées, c'est l'équivalent de 600 000 emplois. Alors quand on a 6 600 000 chômeurs, et qu'on fait faire 1 milliard d'heures supplémentaires à des gens, on fait travailler des gens 2 fois plus, à la place d'autres auxquels on ne donne pas du travail. Et en plus, on ne les paye pas, ce qui fait que ça va dans une seule poche. Ceux qui dirigent l'exploitation, et pas ceux qui la subissent, bien sûr. Et quand il y a un système comme celui-ci, en fait, ça dégrade tous les rapports sociaux, y compris dans l'entreprise. Et donc, je dis ça parce que le respect de lois, j'utilise bien l'expression, état de droit dans l'entreprise. Le respect de l'ordre public social. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Voilà. Vous avez fait une heure supplémentaire, elle doit être payée. Voilà. Et c'est 125%, c'est 125%. Et ça doit être dans la loi. On ne va pas pouvoir contourner ça. Mais arrivez-moi à dire à des employeurs, monsieur, vous êtes un voleur. J'exagérerai un peu aussi mon vocabulaire, mais le gars, il m'a regardé comme ça, il me dit, comment vous pouvez vous permettre? Ben, si vous ne payez pas votre salarié, et c'est pire, parce que vous avez une position d'autorité par rapport à lui. Alors, c'est plus grave, c'est même pas d'égalité avec votre salarié. Vous le spoliez, vous lui faites faire des heures et vous ne lui payez pas alors que vous savez qu'il en a besoin parce que son salaire est bas. Donc le code, c'est fait non seulement pour protéger de la souffrance, pour garder de la dignité aux salariés, mais c'est aussi pour répartir le fruit du travail. Alors là, je vais dire quelques mots, parce que vous savez, on a l'habitude de nous dire un patron donne du travail. Moi, je n'utilise jamais cette expression. Un patron ne donne rien à ses salariés. Jamais. Le salarié vend sa force de travail et l'employeur achète la force de travail. Et la question, c'est à quel prix ça se négocie. Et vous avez deux façons de régler ce problème. Soit la violence, à coup de latte, soit le code, à coup de loi. Mais la société civilisée, normalement, c'est avec les lois et les accords. Dans les sociétés peu civilisées, eh ben c'est avec la violence. Si ça ne te plaît pas, fous le camp, il y en a d'autres qui veulent ta place, et puis ça sera comme ça, parce que sinon, à l'âge quota, tu vas perdre ton boulot, tu n'auras plus rien. Ça, c'est de la violence. Et donc, le code, c'est la civilisation. On peut juger une société au degré de développement de son code du travail. C'est-à-dire comment on traite ceux qui produisent. La première chose. Deuxièmement, une fois, moi, je disais, alors, je m'étais fait engueuler par Stéphane Le Foll à la télé. Il me dit, oui, mais alors, Filoche, il traite toujours, il dit du mal des patrons. Et il croit que les patrons, c'est pas des humains. Alors, ce genre d'exagération est stupide, parce qu'il y a des bons patrons, je vais en parler tout à l'heure. Et tous les patrons ne sont pas pareils, je vais en parler tout à l'heure. Mais c'est parce que dans l'entreprise, il y a une exploitation de l'homme par l'homme. Ah non, me disait Cazeneuve, tu
Tu exagères, le mot exploitation, c'était au 19e siècle, c'est plus maintenant. C'est quoi alors une entreprise? C'est un dancing. On est bien pour faire la salsa. Évidemment qu'il y a de l'exploitation dans une entreprise. S'il n'y a pas d'exploitation, l'entreprise meurt. Il faut qu'elle exploite. Vous vendez votre force de travail, il faut que l'employeur puisse faire du bénéfice dessus. Sinon, c'est fini. Il ne vous la rachète plus, il met la clé sous la porte. Donc il y a une exploitation. Quand vous travaillez, il vous paye pour votre travail et il garde une partie de ce que vous avez produit pour lui ou pour l'investissement, enfin tout ce que vous voudrez. Mais c'est vous qui donnez quelque chose. C'est pas lui qui vous donne quelque chose. Donc les mots sont drôlement importants. Hein. De la même façon, quand il y avait quelqu'un qui disait « Vive l'entreprise ». Oui, vous savez qui c'est qui criait ça il y a 2 ans. Ça ne sert à rien de dire « Vive l'entreprise ». Comme si vous disiez « Vive les poissons ». Il y a des requins, il y a des sardines, c'est pas les mêmes. En France, il y a 1000 entreprises, 1000, seulement 1000, qui décident de tout. Elles font 50% du produit intérieur brut. Je dirais 50%. Toutes les autres qui croient qu'elles sont irremplaçables, elles font que 50 autres %. 1 200 000 fait 50% et 1000 fait 50%. Et le rapport entre les 1000 et les autres, alors tout le monde à la télévision, vous entendez, je ne sais pas si vous écoutez, c'est un de ceux qui me met en colère le matin, à 8h moins 20 sur France Inter, Dominique Seux. Moi, mon bol de café au lait vibre quand je l'entends. Et le gars, il dit tout le temps qu'en gros, il faut que les entreprises aient des marges, etc. Bien sûr qu'elles ont des marges. Jamais dans l'histoire de France, les entreprises n'ont eu des marges aussi élevées qu'en ce moment. Jamais dans l'histoire de France, les dividendes n'ont été aussi élevés qu'en ce moment. Étudié avec Benjamin Corriat, qui est quand même un économiste de renom. Il a fait une étude comparée depuis le plus lointain qu'on peut aller chercher les chiffres, avec des comparaisons, tous les diagrammes que vous voulez. Jamais les dividendes n'ont été aussi élevés. Jamais la France, de ce point de vue, n'a été aussi riche. Jamais il n'y a eu autant de marge dans les entreprises. Mais comment ça se passe? C'est qu'entre les 1000 entreprises et les 200 000 qu'ils appellent ETI, entreprises de taille intermédiaire, PMI, petite moyenne entreprise industrielle, 80% des PME, PMI, ETI sont sous-traitantes. Il n'y en a que 20% qui sont indépendants. Et encore. Et sur les 80% de sous-traitantes, 40%, la moitié. Des 1000, celui des 1000 qui leur donne le marché. Et donc, s'ils décident de fermer, ils ferment. Vous avez le cas avec MNS dans la Creuse, on en discute depuis des mois en ce moment. Et donc, si vous voyez le système comme ça, vous voyez autrement les requins et les sardines. Parce qu'après, quand on parle d'entreprise, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Mais moi, je suis boulanger, je suis artisan, j'y arrive pas, il ne faut pas augmenter le prix de mon compagnon, on n'a pas assez de boulot. » Puis en plus, ils se font avoir, parce que moi, j'ai vu des gars des petites entreprises, des entreprises générales dans les chantiers, dont je disais « Vous n'avez pas de chaussures de sécurité, vous n'avez même pas de vestiaire, vous n'avez rien. » Et le gars, il me disait « Mais monsieur l'inspecteur, comprenez, je ne peux pas m'en sortir, j'ai dû donner 3 000 € pour avoir le marché. » C'est qu'il est passé en dessous de table pour avoir la possibilité de travailler, il faut d'abord qu'il rembourse dessous de table, avant de pouvoir vivre. Ça c'est très courant, c'est très courant. Et donc la petite entreprise en bas, qu'est-ce qui régit sa vie? C'est même pas le prix du coût du travail. Le boulanger, c'est pas le salaire de son apprenti qui lui rend la vie difficile, c'est le prix de la farine, c'est l'agroalimentaire, c'est la grosse entreprise du dessus, ou c'est la métallurgie, c'est le prix de son pétrin, parce que c'est la métallurgie au-dessus. Donc il y a 1 million d'entreprises de moins de 10, mais elles décident de rien, elles sont surexploitées, c'est les sardines. Et puis vous avez entre deux une catégorie de poissons, là, ETI, PME, PMI, puis vous avez les requins. Et les requins décident de tout ce qui se passe. Ce qui fait que quand, dans les ordonnances, vous entendez, M. Macron, Mme Pénicaud, M. Philippe, ils vous disent « Ah, on fait tout ça, c'est pour les petites entreprises. » Ben, ne les croyez pas, hein. Les ordonnances, ne les croyez pas, s'il vous plaît. De toute façon, quand vous les entendez, ayez tendance à interpréter à l'envers ce qu'ils disent. Et vous serez plus proche de la vérité. C'est comme les gens qui veulent vous faire la guerre, c'est toujours pour la peine.
mais ils vous font faire la guerre. Et là, dans les petites entreprises, les ordonnances ont enlevé toute structuration des petites entreprises. Et vous savez, c'est quand même là qu'il y a le plus d'accidents du travail. Si vous n'avez plus de délégués nulle part. Déjà, il n'y a pas de CHSCT parce que les comités hygiène, sécurité, conditions de travail, ils n'existent que dans les plus de 50. Et je vais encore peser dans votre géographie mentale sur les plus de 50, il n'y a que 3% des entreprises qui ont plus de 50 salariés. 97% des entreprises ont moins de 50 salariés. Et ce qui s'appelle comité d'entreprise, délégué syndical, comité hygiène sécurité, c'est dans les plus de 50, donc seulement dans 3%. Et en vérité, dans les 3%, il n'y en a même pas la moitié qu'en ont. Donc il ne faut pas me dire que c'est ça qui empêche de recruter, d'embaucher, etc. Et qu'en assouplissant tout ça, on va avoir de l'emploi. C'est du mensonge absolu. Absolu. Les délégués du personnel, c'est à partir de 11 en France. Eh bien, il y a à peu près 4% des entreprises qui sont éligibles qui en ont. Alors, il y a deux raisonnements. Madame Pénicaud, elle dit, bah, puisqu'il n'y en a que 4%, c'est pas la peine, on les supprime. Moi, mon raisonnement, ce serait de dire, on se bat pour que justement, il y en ait plus, et qu'il y ait de l'information, une éducation, une participation, que les syndicats aient droit de visite, etc. Ça, c'est l'autre aspect, c'est l'aspect républicain que je défends. L'aspect anti-républicain, c'est de dire, bah, il n'y aura pas de délégués. C'est choquant, parce que quand il n'y a pas de délégués, comment vous voulez faire pour vous protéger du risque, puisque le sujet est la souffrance au travail? Eh ben, vous avez bien du mal à imposer au contremaître qu'il faut mettre un garde-corps ou d'avoir des chaussures de sécurité correctes aux pieds. Parce que dès qu'il n'y a plus de règles, bah c'est Mad Max. Dès qu'il n'y a plus de règles, c'est la chienlit. Et tout se déglingue. Donc moi, je milite quand même pour la République. J'ai dit l'état de droit, l'ordre public social, donc pour qu'il y ait des règles. Et là, quand vous n'avez plus de délégués du tout, ça ne va pas. Alors là, c'est 8 millions de salariés. 8 millions, 50% d'entre eux, dans 97% des entreprises qui n'ont plus de délégués après les ordonnances Macron. Alors oui, on pourra, le patron pourra choisir de signer un accord d'entreprise avec quelqu'un. Ben, ça sera son neveu, ou le comptable. Hein, et entre 20, à partir de 20, il pourrait y avoir une élection. Mais l'élection, ça ne sera plus à syndiquer. Il n'y aura plus de protection. Donc les gens qui sont là, ils n'iront pas à la castagne contre le patron dans ces petites sociétés. Donc ça sera encore le neveu, ou ça sera encore le comptable. Et je vais vous expliquer avec une parabole comment tout va se passer. Parce que maintenant, puisque c'est dans l'entreprise et non plus l'OIT, puisque c'est dans l'entreprise et non plus dans la branche, puisque c'est dans l'entreprise et non plus dans la loi, que tout se décide. Alors, ma parabole, c'est celle-ci, parce qu'en plus, elle est vraiment dans mon secteur où j'étais à la fin, avant, presque, du 3e arrondissement. Il y a une entreprise d'habillement de la rue Saint-Martin, une de la rue Mellet et une de la rue Notre-Dame de Nazareth. Je me souris à moi-même parce que c'est bien de raconter une parabole parce qu'on la connaît par cœur, mais en même temps, vous allez voir pourquoi elle est concrète. Parce que c'est la vraie vie. L'entreprise de 45 salariés, il y a 40 femmes. Elles sont en 4 rangées de 10. Je les ai dans les yeux tellement je vais visiter cette boîte. Et la contremaîtresse est sur l'estrade. Elles n'ont pas le droit de parler. Pour faire pipi, il faut lever le doigt. Il faut demander l'autorisation. On est au XXIe siècle, à Paris 3e. Et il n'y a pas de délégué du personnel. Le patron est un vrai tyran. Là, celui-là, un vrai tyran. Et il est monté sur l'estrade après la loi El Khomri. Alors je ne sais pas ce que ça va être après la loi les ordonnances. Et il a dit, écoutez, maintenant les heures supplémentaires ici, elles vont être payées à 10% et non plus à 25%. Il y a quelqu'un qui est contre. Aucune des 40 filles qui étaient en face de lui n'a bronché. Elles ne veulent pas perdre leur boulot. Elles ne savent pas comment faire, elles ont peur. Elles ont besoin des heures supplémentaires parce que leur salaire est trop bas. Et elles calculent dans leur tête combien va falloir en faire à 10% pour avoir à peu près ce qu'elles avaient le mois dernier à 25%. Pendant ce temps-là, le patron, il remplit un bout de papier, il va à la direction du travail. Il dit, on a négocié dans mon entreprise. Les heures supplémentaires sont maintenant à 10%.
Voilà le résultat de la négociation d'entreprise en concret, je vous dis franchement, dans 90% des entreprises. Là, rue Mellet, pourtant, c'est dans les autres, le patron est plus sympa. Lui, il dit non, je les laisse à 25%. Ils ne gagnent pas beaucoup, je les connais bien, je ne vais pas leur faire ça. Je les laisse à 25%. Mais c'est le banquier qui arrive et qui dit au patron, mais vous n'avez pas beaucoup de marge, moi, banquier, ce qui m'intéresse dans votre boîte, c'est que vous ayez des marges. Regardez à côté la rue Saint-Martin, il en a plus que vous, et il fait le même boulot que vous. Comment vous vous débrouillez? D'autant qu'à la fin du trimestre, vous êtes en découvert. Vous avez besoin de moi, banquier, pour couvrir le trimestre. Moi, je veux bien vous aider. Mais si vous vous aidez vous-même, alors le patron va lui dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'autre dit, pourquoi vous ne passez pas les heures supplémentaires de 25 à 10%? Alors avant la loi El Khomri, le petit patron sympa, il pouvait dire, je veux pas, c'est la loi. Et maintenant, c'est plus la loi, c'est le banquier. Et donc, en vérité, celui d'en haut pèse sur le petit patron. Et le petit patron, il va aller voir chacune de ses salariés, et il va dire, écoutez, je ne peux pas faire autrement, on passe à 10%. Parce que sinon, je mets la clé sous la porte, et il me ferme, et vous aussi. Et la troisième boîte, c'est une boîte de voyous, comme il y en a beaucoup. C'est un gars ou une Notre-Dame de Nazareth, il respecte aucune loi, il n'a rien à faire, il prend des clandestins, il triche avec les horaires, il magouille surtout. On lui a mis des procès-verbales à l'inspection, mais il s'en fout parce que la loi, il ne sait même pas qu'il y a la loi El Khomri. Il n'a même pas regardé, c'est pas son problème. Mais il y a son comptable qui vient le voir, puis qui lui dit, René, regarde, il y a écrit que les heures supplémentaires, au lieu d'être majorées, elles peuvent être compensées. Et si on leur donnait 2 blousons à la fin du mois à la place du paiement des heures, et ils vont leur donner 2 blousons à la fin du mois à la place du paiement des heures. Et je viens de vous expliquer, c'est ça l'avantage des paraboles, c'est comment tout va être tiré pour le bas. Dans mon petit bouquin qui décortique toutes les ordonnances, les 2 pages là, 32 et 33, c'est les 43 dérogations qui peuvent naître dans une entreprise par rapport à la branche ou par rapport à la loi. Alors, je ne vais pas vous les lire, parce qu'il faudrait, quand je fais des formations pour les organisations syndicales, je mets 5 heures à peu près sur chacun des points, la fixation du contingent d'heures supplémentaires, les conditions de son déplacement, la mise en place d'un repos compensateur, la convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. C'est pas les 3-8, hein? Vous aménagez la durée du travail jusqu'à 3 ans dans une entreprise. Vous êtes plus maître de vous. Elle est tellement aménagée que si vous avez rendez-vous avec le proviseur pour votre enfant, vous n'irez pas. Hein. Et vous n'irez pas non plus chez le dentiste quand il est ouvert. Et après, il y a même d'autres choses. Mise en place d'un compte épargne-temps. Choix de la date du journée de solidarité. Règles relatives à la rémunération des temps de restauration et de pause. 43 dérogations sont négociées au niveau de l'entreprise. Je vais vous faire sourire. Savez-vous que les entreprises ont même maintenant le droit de décider quel jour commence la semaine? Vous croyez que c'est le lundi, je sens bien. Non, le BHV à Paris a proposé que ce soit le mercredi. Parce que si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le dimanche n'est pas le 7e jour. Et donc il n'a pas besoin d'être majoré. Et donc vous pouvez contourner les textes en décidant la date de début de la semaine. Tout, parce que l'employeur veut, lui, le maximum de profit, et il cherche, dès lors qu'il n'y a plus de loi, à obtenir ce maximum, avec toutes ces dérégulations, dès lors qu'elles sont dans l'entreprise, et qu'il n'y a plus d'état de droit. Mais après, ça va avoir des conséquences, en termes de souffrance, pas seulement pour la durée du travail qui va s'allonger, parce que maintenant, on peut dépasser 10 heures par jour avec un accord d'entreprise. On peut dépasser 48 heures par semaine avec un accord d'entreprise. Et 48 heures par semaine, c'est pourtant une durée européenne. Maxima, durée maximale. Ça a été signé par 14 pays dans la directive 93-104, 1993 à Lisbonne. Ça a failli être mis en cause quand il y a 10 pays qui ont adhéré en 2004 à l'Europe, l'Union européenne. Il y a un débat depuis bientôt 13 ans sur les 48 heures, mais les 48 heures restent encore la durée maximum en Europe. De la même façon que le repos quotidien de 11 heures est européen. Mais là, vous avez entendu Macron parler aux policiers
hier, en leur disant qu'ils me remettaient en cause le repos quotidien de 11 heures. D'abord, il y aura des recours, je pense que les syndicats de policiers le feront, et là je suis tout à fait solidaire avec eux. C'est impensable de casser le repos de 11 heures. La journée passe donc à 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. Je vous ai parlé du docteur Villermé, puis il y a une gueule ce tout à l'heure. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui exagère. Je suis quelqu'un qui est en train de vous démontrer comment on revient au 19e siècle. Et comment tout ce qui a été construit, 1841, 1884, la Commune, 1892, 1906, 1910, 1945, mai 68, 82, 95, 2005, comment tout ce qui a été construit est en ce moment en train d'être balayé. Et les ordonnances le font officiellement. Alors, ça ne va pas s'appliquer du jour au lendemain partout. Parce qu'il faut qu'il y ait des changements de comportement dans l'entreprise. Mais quand le patron va le décider, qu'il va avoir un marché, il va dire tu restes ce soir, vous allez faire une journée de 14 heures ou de 15 heures. Il dira sinon j'ai pas le marché, et si j'ai pas le marché, je te fous dehors. Et si tu n'es pas d'accord, je passe un accord d'entreprise avec mon comptable, l'accord d'entreprise il s'applique à toi, et si vous refusez un accord d'entreprise, vous êtes licenciable à votre tort, de façon sèche. Pas parce que vous refusez la loi, mais parce que vous refusez la non-loi, c'est-à-dire ce que l'employeur décide. Et donc le licenciement, s'il est facilité, c'est pour ça. Et d'ailleurs, ils vont plus loin maintenant, parce que je le savais depuis des années, ils ne veulent pas seulement faciliter les licenciements, ils veulent trier à l'embauche. C'est leur prochaine étape. C'est d'avoir des conditions, de pouvoir mettre des conditions pour choisir ce qu'on prend. Et Macron facilite ça, parce que Macron instaure le chômage, maintenant en permanence. D'ailleurs, il le dit, quand il veut faciliter les démissions, puis faire que les gens puissent être reconnus comme chômeurs. Et qu'il s'arrange pour que, en vérité, les périodes de chômage soient restreintes. C'est ça qu'ils veulent, à 90 jours, alors qu'elles sont en moyenne de 500 jours. Donc il veut un volant de chômeurs permanent, avec un turnover permanent, et un tri sélectif, pour que les gens répondent plus facilement aux demandes de toutes les entreprises, et qu'ils soient à merci des accords d'entreprise qui maintenant l'emportent sur la loi. Alors vous savez, quand on parle en dehors des réunions comme la nôtre ce soir, on dit aux gens, c'est le renversement de la hiérarchie des normes. Ils ont beaucoup de mal à comprendre. Hein. Nous, parce qu'on lit, vous êtes là ce soir, on comprend, mais il y a des millions de gens qui ne voient pas ce que ça veut dire, ils ne perçoivent pas peut-être abstraitement, mais il y a des millions de gens qui ne le voient pas. Moi, quand j'étais dans ma permanence et je disais, écoutez, moi je suis l'inspecteur du travail, vous venez me dire qu'ils ne vous payent pas les heures supplémentaires, je vais aller faire une enquête, et si c'est le cas, je vais sanctionner votre patron, mais moi je ne pourrais pas avoir l'argent pour vous, pour les heures qu'il ne vous a pas payées, parce que moi c'est l'administration. Pour avoir l'argent pour vous, pour les heures qu'il ne vous a pas payées, il faut que vous alliez au prud'homme. Les gens me regardaient avec un blanc dans les yeux. Qu'est-ce que c'est les prud'hommes? Ici, vous savez, mais sur 18 millions de salariés, il y en a probablement 10 ou 12 qui ne savent pas. Quand ils disent qu'il faudrait protéger les employeurs des prud'hommes, c'est abusif. En France, il y a trop peu de gens qui vont au prud'homme. Il y en a 180 000 par an. 1% des salariés. 1% des salariés vont au prud'homme. Et moi, je sais par mon métier, mon expérience, qu'il devrait y en avoir 2, 3, 4, 5%, parce que je sais bien dans quelles conditions les heures sup ne sont pas payées ou telle chose n'est pas réglée, bien sûr. La convention collective n'est pas réglée, le niveau, le coefficient, la qualification, l'échelon, et que je sais bien quoi. Voilà, je sais tout ça parce que j'ai tellement visité, tellement vérifié, sans surprise, secteur par secteur. Vous savez, la restauration, par exemple. 850 000 personnes. C'est la branche où il y a le plus de turnover. Les durées du travail les plus longues. L'absence totale de délégués, de syndicats, etc. La convention collective la plus faible. Les maladies professionnelles. Alors, les garçons de café, c'est les phlébites, mais pas seulement les garçons de café. Les maladies professionnelles les plus nombreuses. Les salaires les plus bas. La convention collective les plus faibles. Le taux de syndicalisation est absolument dérisoire. 850 000 personnes. Et vous n'allez pas me dire que c'est à cause de la mondialisation, hein? Parce que la restauration, elle est totalement indépendante. C'est ici, chez nous.
Vous n'allez pas me dire que c'est à cause de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, quand il a été donné 5% de TVA aux patrons de la restauration pendant plus de 6 ans, c'était pour qu'ils embauchent, pour qu'ils traitent mieux leurs salariés, traitent mieux leurs clients. Rien n'a été changé, ce qui fait qu'on a pu relever le taux de TVA dans la restauration de 5,5 à 10. Ça n'a de toute façon rien changé, ils se mettaient l'argent dans les poches, et les grands restaurateurs qui étaient les plus riches, ils ont seulement bénéficié de cette baisse de taux de TVA pour ouvrir des restaurants à Tokyo, à Washington, pour exporter la cuisine française, mais sûrement pas, ni pour baisser les prix ici, ni pour améliorer le sort des salariés ici. Et je dis ça parce que, selon moi, la carte du droit du travail qu'on nous impose n'est même pas réclamée à ce point, par l'Union européenne et la mondialisation. Beaucoup de gens ont ça dans leur tête, ils croient que c'est parce que... Non, 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 non. Moi j'ai lu les recommandations de l'Union européenne officielle le 27 mai 2017 concernant la France et le droit du travail. Elle ne réclame pas ce qu'il y a dans les ordonnances. Macron fait du zèle. Il est le plus libéral de tous les Européens aujourd'hui. Il va plus loin que tout ce qui a été fait, même ailleurs. C'est le code du travail allemand. Il fait 1,7 kg, pas 1,4 kg. Dans le code du travail allemand, il y a des délégués à partir de 5, pas à partir de 11. Dans le code du travail allemand, l'intérim est interdit dans le bâtiment parce que c'est trop dangereux. Il est interdit dans les sites Céveso parce que c'est trop dangereux. À 35 degrés, quand il y a une canicule, dans le code du travail allemand, on arrête de travailler. C'est pas dans le code du travail français. Donc et qu'on ne me dise pas que c'est parce que c'est exigé par des textes. Non! C'est parce que nous avons un ultra-libéral thatchérien qui ne veut plus qu'il y ait les droits des humains comme ça dans les entreprises. Travaillez, vous êtes des feignants, des cyniques, vous êtes des extrémistes, vous êtes des paresseux. Vous foutez le bordel quand vous voulez réclamer dans l'entreprise. Il ne faut plus. Il a un mythe de l'entreprise. En fait, c'est une branche idéologique qui sont les libertariens aux États-Unis. C'est pas des gens sympas malgré le nom libertarien. Hein. C'est des gens, c'est l'extrême droite du parti républicain. Ils avaient même un vice-président qui était candidat il y a 8 ans maintenant. Et les libertariens, c'est une société où rien ne doit entraver l'entreprise. Pas de droit syndical, pas de cotisation sociale. L'entreprise est le foyer, la cellule de la société, et tout doit y être subordonné. C'est de l'idéologie, mais ça vous paraît étrange, mais c'est ça qu'elle a dans la tête. Hein. Et la façon dont il dit dimanche dernier, nous allons rediscuter des entreprises, vous allez voir ce dont on va discuter. De la même façon, quand il dit, et celui qui doit l'emporter, c'est le premier de cordée, là. Tout le monde s'est déchaîné sur le premier de cordée. Avant, c'était le ruissellement. Vous savez, c'est les théories comme quoi, enfin, il y a les verres comme ça, puis il y a du champagne, puis vous mettez du champagne dans le verre au-dessus de la pyramide, puis vous espérez qu'il va y avoir du champagne dans tous les verres en dessous, quoi. Alors vous êtes là dans un coin avec votre verre, en attendant que ça arrive. Évidemment, ça n'arrive pas. Parce que ça ne marche pas, la théorie du ruissellement. C'est quand il y a plus de champagne, ils grossissent le verre du dessus pour avoir tout, et puis c'est tout, oui. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de redistribution spontanée des richesses vers le peuple, ça n'existe jamais. Ça. Les riches, quand ils sont riches, cherchent toujours à s'enrichir. Et je vais vous expliquer en une phrase théorique pourquoi. C'est parce que le capitalisme, c'est pas le système du profit. Le système du profit, c'est un bon système. Chaque fois qu'on fait quelque chose en tant qu'humain, on recherche un profit, une gratification pour ce qu'on a fait. Ça, c'est pas mauvais, c'est même naturel. Mais c'est pas le capitalisme. Le capitalisme, c'est la recherche du profit maximum. J'ai mis dans ma vie militante, ça fait 50 ans que je milite, ma première carte à la CGT, je l'ai dit, c'était en 63. J'ai mis du temps à comprendre ça. Le capitaliste, il ne peut pas se contenter d'un petit profit. Entre mon patron de la rue Saint-Martin, la rue Mellet et la rue Notre-Dame-de-Nazareth, s'il y en a un qui cesse de vouloir en faire, il perd, il ferme la boutique. Et l'autre lui prend le marché d'un système de compétition pour le profit maximum.
Donc, on ne peut pas attendre de la désorganisation des droits, de la fin des délégués du personnel, des contrats entreprise par entreprise. On ne peut pas attendre de ça que ça génère une émulation qui fasse une répartition des richesses. Au contraire, toutes les règles étant tuées, ça ne ruisselle pas, ça siphonne. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, c'est comme les Shadocks. Les ordonnances consistent à enlever tous les clapets qui empêchent l'argent de remonter. Et les 1000 grandes entreprises, quand elles passent des accords avec les 200 000 sous-traitantes, elles leur disent, vous avez de la chance cette année, vous avez les ordonnances, vous n'avez plus besoin de délégués, vous économisez pour le CHSCT, vous économisez pour le comité d'entreprise. Eh bien écoutez, les conditions de mon marché cette année, c'est plus les mêmes que l'année dernière, je vous donne moins puisque vous avez plus. Et c'est comme ça que ça se négocie, pas autrement, entre la grande distribution et puis les fournisseurs. Et ça va se faire à tous les échelons. C'est-à-dire que la destruction des clapets qui protègent les gens dans leurs droits en maintenant par exemple les heures sup à 25, la destruction de ces clapets, ça permet à l'ensemble du liquide de remonter. Et mon expression est bonne, ça ne ruisselle pas, ça siphonne. Et c'est pas une petite image que je suis en train de dire. C'est comme ça qu'à la fin, sur la planète, on a 87 hommes qui possèdent plus que 3,5 milliards d'humains. Et qu'en France, la France est maintenant non seulement le recordman pour les dividendes, mais on est le recordman pour les millionnaires et les milliardaires. Nous avons 78 milliardaires. Et il y a deux des milliardaires, il y en a une qui est morte récemment, mais sa famille allait bien, comme on dit. Il y en a deux qui possèdent plus que 20 millions de Français. Et donc tous les choix qui sont faits, y compris la suppression de l'impôt sur la fortune, sont des choix pour siphonner. Tout ça aura des conséquences terribles, dont les gens ne se rendent pas encore forcément compte. C'est pour ça que dans les manifestations, c'est difficile à faire. Il faut expliquer, 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 expliquer. Parce que même si c'est pas si dur que ça, 1,4 kg le code du travail, il faut que les gens puissent percevoir, parce que c'est l'existence qui détermine la conscience, il faut que les gens puissent percevoir que tout ça va leur faire mal. Pour l'instant, c'est encore abstrait. Ils n'ont pas encore eu l'accord d'entreprise qui a changé leur horaire. Ils vont l'avoir dans 2 mois, dans 3 mois, tout ça va diffuser. Et ce qui va diffuser, c'est la destruction de l'état de droit, de leur public social, et à la fin, on aura plus d'accidents du travail que nous en avons aujourd'hui. Vous êtes en mesure de comprendre le lien qui va s'effectuer. Forcément, ça aura une conséquence sur le temps qu'on met pour mettre un garde-corps dans le bâtiment, ou le port de la chaussure de sécurité. Et donc, le lien entre l'ordre public social et la souffrance au travail est, je crois, l'avoir démontré, décisif. Il faut plus de code du travail pour combattre la souffrance au travail. Il n'y a pas de fatalité à la souffrance et à l'exploitation. Oui, on peut répartir les richesses autrement. Oui, on peut travailler dans les entreprises différemment. De toute façon, ceux qui produisent le plus parmi les salariés, ce sont les salariés bien formés, bien traités et bien payés. Ce n'est pas les flexibles. Les flexibles font ce qu'ils peuvent. On va leur imposer 3 petits boulots avec le et il n'y aura que l'élite qui sera salariée à temps plein. Les autres auront le droit de promener le chien des salariés 3 fois par jour. Ils prendront un ticket pour le matin, un ticket pour le midi, un ticket pour le soir. Si c'est cette société-là qu'on veut, non. Mais pourtant, c'est vers celle-ci que le système de la casse du droit nous entraîne. Bon, voilà, je crois que j'ai essayé de démontrer. Je dois revenir à mon sujet du début. C'est toujours abstrait, un accident du travail, quand on n'y est pas. Quand on regarde les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est jamais abstrait. Moi, je voulais qu'on mette sur chaque chantier où il y a eu un mort, je voulais qu'on mette le nom de l'ouvrier qui était mort, comme on le fait pour ceux qui sont tombés dans la rue au moment de la résistance ou des choses comme ça. Pour qu'on se souvienne. J'ai été frappé quand je suis allé au Tower Bridge à Londres, ils l'aient fait eux là-bas pour faire le pont de Londres. Moi j'avais enquêté, enfin j'avais travaillé sur les lignes de métro parisiennes, EOR, Météor, etc. EOL,
j'étais hors, là, la fatigue reprend, et il y avait eu 6 morts pour ces lignes de métro. Je me suis battu pour qu'il y ait des noms. Ça répare rien, mais ça dit quelque chose. C'est que la société doit rendre hommage à ceux qui travaillent. C'est nous qui produisons les richesses. Les entreprises sans salariés, ça n'existe pas. C'est 0 plus 0, la tête à Toto. Sans salariés, il n'y a rien. Et donc, il faut restituer aux salariés leurs droits, leur salaire, leur durée du travail. Il faut aller dans le sens totalement inverse de celui qu'on est en train de prendre, pour reprendre le chemin du progrès et arrêter le chemin de la réaction et du retour au 19e siècle. Merci de votre attention. Merci. C'est-à-dire que je pense que le salariat inclut aujourd'hui les ouvriers. En France, nous en avons 2 millions d'ouvriers d'industrie et à peu près 4 millions d'ouvriers d'entretien. Et nous avons 9 à 10 millions d'employés. Mais en vérité, employés et ouvriers se sont rapprochés dans l'histoire. Et les cadres aussi. Le salariat est beaucoup plus nombreux et beaucoup plus homogène que ce qu'on croit. Le salariat, c'est 93% des actifs. Hein, ne croyez pas le Figaro qui vous annonce la fin du salariat, ça c'est nul. Voilà. Au contraire, le salariat additionne ouvrier, employé et cadre. Et en même temps, il est compact. Parce que les salaires, dans 98% des cas en France, sont inférieurs à 3 200 € net. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire aux gens, parce que je sais pourquoi les gens ont des difficultés, parce qu'on leur dit les ouvriers sont moins nombreux. Et après, évidemment, on a beaucoup de gens qui ne sont pas ouvriers. Donc ils ont du mal à s'identifier. Et moi je dis pour identifier tout le monde en disant que vous avez le même combat, j'utilise le mot salariat. C'est la classe, je suis d'accord avec toi, la classe salariale. Et évidemment qu'il y a une lutte de classe. Celui qui pense qu'il n'y a pas de lutte de classe, il n'a qu'à écouter Pierre Gattaz tous les jours. Je veux dire, lui, il amène avec une violence. Vous avez vu qu'il a inventé qu'il fallait contrôler les chômeurs chaque jour. C'est pire que la pénitentiaire quand vous êtes au chômage avec Gattaz. Et donc, il mène la lutte de classe. Et la lutte de classe, c'est pour partager les fruits du travail. 93% des actifs sont salariés. Puis je vais même rajouter quelque chose. Les jeunes sont des salariés en formation. Les chômeurs sont des salariés temporairement privés d'emploi. Et les retraités vivent au jour le jour grâce au salariat. Donc en fait, on a une force sociale toute puissante. Et c'est celle-ci qu'il faut unifier. Et il faut lui dire, c'est toi en tant que force sociale et grande classe sociale majoritaire qui est en jeu. Et d'ailleurs, en plus, c'est vrai. Parce qu'en 1945, en France, il n'y avait que 55% de salariés et 45% d'indépendants. Les indépendants, c'est le commerçant, l'artisan, le médecin, ce qu'on appelle les professions libérales, le petit et moyen employeur, l'agriculteur possédant, c'est pas celui qui loue ses bras, et en 1945, ils étaient à peu près 45%. Maintenant, ils ne sont plus que 7 à 8%. Or, la politique de Macron, par exemple, elle est faite pour ces 7 à 8%. Elle n'est pas faite pour les 93%. Et ce qu'il faut qu'on arrive à donner, c'est le sentiment aux 93% qu'ils ont le même enjeu. Alors évidemment, c'est pas tout à fait pareil à 900 €, à 1800 €, à 3200 €, on ne vit pas de la même façon, bien sûr. Mais, néanmoins, les salaires sont quand même très compactés. Ils ont été très resserrés en 60 ans. Même en mai 68, l'écart entre les salaires, c'était de 1 à 6. Et aujourd'hui, il est de 1 à 2,5. Donc en fait, tout le monde a des intérêts plus communs. L'employé, l'ouvrier, je répète, est le cas. Il y a beaucoup de cas qui se croient supérieurs, mais ils ont tort. Ils sont de droit commun. C'est un peu ma réponse à ta question, si tu veux, avec une adaptation de vocabulaire. Parce que moi, je sais un peu, parce que quand on passe à la télé, on se fait dresser. Hein, et si on dit classe ouvrière, je vois tout de suite les yeux de la journaliste en face de moi qui dit il est totalement du 19e, ce mec, il passe pas.
Puis parfois, les plus habiles me disent, mais monsieur, il reste plus que 2 millions d'ouvriers d'industrie, c'est pas avec ça que... Je viens récemment d'écrire un bouquin sur la révolution russe, parce qu'en 17, il y a un siècle en Russie, il y avait 4 millions d'ouvriers et 158 millions de paysans. Alors, faire une révolution ouvrière avec ça, c'était un petit problème. Et nous, par contre, faire une révolution avec le salariat, ça, c'est à portée. Et ça, c'est ce qui permet de plus de les intégrer. Et je termine sur une phrase. En plus, s'ils touchent au code du travail avec une telle violence, c'est justement parce que maintenant, il y a 93% de salariés. Et si je veux faire encore une phrase, quand ils veulent développer le non-salariat, ils essayent, mais ça ne marchera jamais. C'est les VTC, Deliveroo, vous savez, tous les auto-entrepreneurs. Parce que maintenant, vous allez dans un studio de télévision, le gars qui tient la caméra derrière, il est auto-entrepreneur. Maintenant, il n'y a pas que le gars qui fait le vélo pour livrer la pizza. Le pizzaiolo dans le restaurant, il devient auto-entrepreneur. Le VTC, voiture tourisme avec chauffeur, le gars, il n'a pas un contrat de travail. Il a un contrat commercial. Donc il n'a même plus rien à voir du tout avec ce que je vous ai parlé ce soir, avec le droit du travail. Je causais avec un VTC, on m'avait mis dans sa voiture un soir. Le jeune homme avait 25 ans. Je lui disais, vous avez roulé combien de temps aujourd'hui? Il me dit 20 heures. Je lui dis, mais comment vous pouvez faire? Il me dit, j'ai besoin de pognon, j'ai besoin de pognon. Je lui dis, mais vous faites combien dans la semaine? Il me dit, 110 heures. Il me dit, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. Je lui dis, mais vous payez des cotisations sociales? Il me dit non. Parce que j'ai eu un accident de carrosserie il y a 3 semaines et j'ai payé 1600 €. Donc je rembourse. Je dis, mais vous avez demandé à Uber, la société, de vous occuper de la voiture? Il dit, oui, j'ai demandé, j'aurais fait une lettre recommandée. J'en ai fait même 2. Mais ils m'ont dit que si j'insistais, ils allaient me déconnecter. Et la déconnexion, c'est le licenciement, dans son cas. Il reste avec sa voiture, ses assurances, ses frais, son leasing sur le dos. Donc il n'est pas salarié du tout, il n'a pas de cotisation sociale, il n'a pas d'horaire, il n'a pas de loi, il n'a pas de droit, il n'a pas d'inspection, il n'a pas de médecine du travail, il n'a pas de code du travail. Et ça, c'est la vie de Macron, parce que Macron n'arrête pas de dire « je veux que la France soit une start-up et je veux que ça soit le modèle ». Et Deliveroo, c'est le même môme qui pédale avec son vélo. Moi, l'autre jour, j'étais à une terrasse de pizza dans le 10e arrondissement de Paris, et le gars ne nous faisait pas notre pizza. On buvait un coup, c'était pas grave, mais au bout d'une demi-heure, on dit pourquoi on n'a pas la pizza? Parce que le gars passait les pizzas pour les vélos Deliveroo qui venaient la prendre. Et on a discuté avec les vélos Deliveroo. Ils voulaient que le pizzaïolo leur donne d'abord, parce que quand ils ont la commande de la course, ils ont une heure limite pour livrer. S'ils apportent la pizza avec 1 minute de retard au client, celui-ci n'est plus obligé de la payer. Et la course, c'est 5 €, qu'elle dure 10 minutes ou une demi-heure. Et donc vous avez un autre système dans lequel tout le salariat est détruit. Alors ça, ils voudraient bien arriver à ça, mais je vais vous rassurer, ils peuvent y arriver un peu. Tant qu'ils ont les clés du camion. Hein? Et Macron, il a pour l'instant les clés du camion. Mais ils n'y arriveront pas vraiment. Parce qu'on ne peut pas faire reculer une tendance historique en faveur du salariat, qui n'est pas seulement en France, mais dans l'ensemble du monde. L'OIT a estimé qu'il y a 1 milliard de salariés en plus sur la planète dans les 30 dernières années. Inclus l'Inde, le Brésil, la Chine, etc. C'est le salariat qui monte. L'économie informelle recule. Et toute la philosophie de Macron est en fait sur le retour à une économie informelle. Et là, il est à contre-courant. C'est curieux quand même. On a hérité d'un bonhomme qui a 150 ans de retard et qui se croit moderne et qui nous impose une purge pour nous amener sur ces positions qui sont les siennes 150 ans en arrière. Le Uber, qui est son modèle, a été condamné en Californie, condamné à Rio, à Londres récemment, à Francfort, à Madrid. Mais non, Macron, c'est son modèle ici. Quand on y réfléchit, on verra que quelque part, Reagan et Thatcher ont été bloqués en France dans les années 80. Parce que même si la gauche ne faisait pas tout ce qu'il fallait, elle ne faisait pas Reagan et Thatcher.
Et le patronat français tapait du pied, pourquoi on ne fait pas Reagan et Thatcher? Et 30 ans après, ils ont tous les clés du camion, comme je viens de dire, et ils font Reagan et Thatcher. Avec contre-temps, parce que le monde a changé entre-temps. Et c'est plutôt, par exemple, au Brésil comme en Inde, les protections sociales sont liées au salaire. Alors que Macron va nous enlever le lien entre nos protections sociales et les salaires en janvier prochain. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un système comme en Amérique? Pardon? Je me disais, est-ce qu'on ne va pas arriver sur un système un peu comme en Amérique? C'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, je suis une forme relative, mais je suis passionné quand même par mon sujet. Vous savez, le système de protection sociale, on dit en langage approximatif d'ailleurs, qu'il y a un système bismarckien et un système Beveridge. Alors, le système bismarckien, c'est celui qu'on a. C'est-à-dire que la protection sociale est payée à la source par l'employeur sur la feuille de paye avec la paye. C'est ce que vous avez tous quand vous regardez votre salaire net et votre salaire brut. Alors, ils ont commencé par appeler ça une charge sociale. Alors, c'est pas une charge. C'est une partie du salaire mutualisée, mise dans un pot commun, redistribuée à chacun selon ses besoins, quand il est en charge de familles nombreuses, en recherche de logement, en maladie, en accident du travail, au chômage ou en retraite. Donc on a ça depuis 1945. La grande protection sociale, la sécurité sociale, c'est le principal budget de notre pays. Il fait 450 milliards, alors que le budget de l'État ne fait que 300 milliards. Ça, c'est le système bismarckien. Là où Macron nous emmène, c'est le système de Beveridge, qui en Grande-Bretagne n'est pas du tout basé sur le salaire, mais sur l'impôt. Donc, Macron est en train de transférer toutes nos cotisations sociales sur l'impôt. Mais je vous fais le dessin. Ça veut dire que notre protection sociale est actuellement payée sur notre salaire par l'employeur, et que demain, l'employeur ne paiera plus la protection sociale. Ça sera l'impôt, donc nous qui la paierons à sa place. Je vous signale que c'est un hold-up de 450 milliards, c'est pas rien. Les gens auront du mal à comprendre, parce que Édouard Philippe et les autres, ils disent on va supprimer les cotisations sociales. Et il y a des gens naïfs, ils disent c'est des choses que je vais payer au moins. Non, c'est des choses qu'ils vont recevoir au moins. Parce que c'est à eux les cotisations sociales, c'est leur salaire. Le patron paye une partie de leur salaire sous forme de cotisations, et ça ne va plus être le cas. Et alors le coup de bonneteau est terrible parce que ils disent on va vous augmenter votre salaire net. Alors vous avez entendu Macron et Édouard Philippe qui disent vous allez avoir 200 € de plus sur l'année. Alors les gens naïfs vont se dire je vais avoir 200 € de plus, c'est bien. Alors 200 € sur l'année divisé par 12, moi ça va faire 18 par mois. Bon, c'est bien. Bah oui, mais ils vont leur enlever 250 € de protection sociale. Les gens ne le verront pas parce que c'est un salaire différé. C'est un salaire indirect ou ça se touche au moment de la retraite. Mais quelque part, évidemment, ils ne l'auront plus. Et comme ils ne l'auront plus, il faudra quand même bien payer les retraites et bien payer la maladie et tout ça. Eh bien, on augmentera leurs impôts pour payer ce que le patron ne paiera plus. Donc c'est tout pour l'entreprise et rien pour les gens qui sont dans l'entreprise. Et alors ensuite, la deuxième chose, ce que je n'ai pas raconté ce soir, mais je vous invite à voir des films, alors pas seulement Jules Durand, le jeune Karl Marx, retrouver un vieux film qui s'appelle Quémada. C'est de Gilles Pontecorvo. Bon, il est vieux, de 1971. Et Gilles Pontecorvo, c'est un grand cinéaste, hein, il a fait la bataille d'Alger, enfin des tas de choses et tout. Et là, le film est avec un très grand acteur, c'est Marlon Brando. Et c'est la libération des esclaves à Haïti. Et vous allez voir le lien avec mon propos. C'est que dans le film, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les fusillent, les frappent, les esclaves se soulèvent encore, les propriétaires terriens le font, c'est l'histoire de Toussaint l'ouverture, bon, tout ça. Et à la fin, les propriétaires terriens ont peur parce que les esclaves vont gagner. Et alors Marlon Brando fait une réunion, comme ce soir, des propriétaires terriens. Et il leur dit, écoutez, arrêtez avec l'esclavage. Réfléchissez. L'esclavage, ça coûte cher. Bah oui. Vous êtes obligé de nourrir les enfants des esclaves alors qu'ils ne travaillent pas. Vous êtes obligé de les loger les esclaves et les nourrir quand ils sont malades. Et puis quand ils sont vieux et qu'ils ne travaillent plus, vous les avez encore sur les bras. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les payerez que quand vous aurez besoin d'eux. Évidemment, ce discours de Marlon Brando l'emporte. Et c'est le début du salariat.
C'est l'époque où on disait, pas vraiment encore salarié, on disait loueur de bras, journalier, tâcheron. Et dans les ordonnances, il y a, comme le nez au milieu de la figure, vous avez ce qu'on appelle maintenant les contrats de chantier. Et le contrat de chantier, c'est un CDD sans D ou un CDI sans I. On va regretter les CDD, parce que le CDD, c'était pour 6 mois, c'était pour 6 mois. Le contrat de chantier, vous ne savez pas. C'est pour une tâche. Et c'est le patron qui juge de la tâche. Alors vous avez deux parades. Soit vous ralentissez la tâche pour essayer de travailler plus longtemps, mais il n'est pas content, il vous vire, et de toute façon, il n'a pas d'indemnité à vous payer, ni de motif de licenciement. Ou alors vous allez plus vite en disant, bon, je vais me faire bien voir, mais vous raccourcissez votre tâche, donc votre salaire. Et les gens vont se trouver avec ces CDD de chantier, de mission, de tâche, dans la situation décrite par Marlon Brando. Marlon Brando dans ce film et Macron, c'est le même combat. Vous voyez, j'essaie de le prendre de façon pédagogique, parce qu'au-delà de cette salle, il faut le répéter à tellement à d'autres gens autour. Alors, il faut essayer de trouver des images, je travaille sur les images et la façon de communiquer cela. Et le dernier film que je veux vous dire, c'est de voir le film avec George Clooney qui s'appelle In the Air. C'est un film où George Clooney joue le rôle de licencieur. Alors, il est tout le temps en avion, le film s'appelle comme ça à cause de ça, puis quand il atterrit, il licencie. Et aux États-Unis, le licenciement, ça dure 2 minutes. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de recours dans l'entreprise. On vous convoque, on vous donne un petit carton avec vos derniers crayons et le dernier livre que vous avez oublié, et on vous dit dehors, vous sortez de l'entreprise, vous avez 2 gardes du corps pour vous empêcher de parler avec vos collègues, et la procédure est terminée. Et ça, c'est le but qu'ils veulent atteindre. Y compris quand ils mutilent les prud'hommes, qu'ils plafonnent les indemnités, et puis qu'ils permettent le droit à l'erreur du patron sur le motif de licenciement. Alors, ils ne peuvent pas encore le faire en France, à cause de l'OIT. Parce que l'OIT, il y a une convention numéro 158 qu'on a signée, que les États-Unis n'ont pas signée. Et l'OIT, la convention 158, elle impose 5 règles au licenciement. La première, c'est que le licenciement soit écrit. Là-bas, ce n'est pas le cas. La deuxième, c'est qu'il soit motivé. Là-bas, ce n'est pas le cas. La troisième, c'est que vous ayez la possibilité de vous défendre dans l'entreprise contre le licenciement, les CE, tout ça. Là-bas, ce n'est pas le cas. La quatrième, c'est que vous avez la possibilité d'un recours juridique une fois que vous êtes licencié. C'est les prud'hommes. Et la cinquième, c'est que vous ayez une réparation de ce qu'on appelle l'intégrité du dol subie à l'occasion du licenciement. Et donc ça, on est encore dépendant de la convention de l'OIT. Mais Qatar, il faut qu'on la dénonce. Et pour pouvoir appliquer le licenciement sans motif, il faut d'abord dénoncer la convention de l'OIT. Ils hésitent, donc en fait, ils prennent toute une série de décisions dans les ordonnances qui sapent le droit du licenciement ou le remplacent par autre chose. Par exemple, ils ont inventé dans les ordonnances, parce que on a fait ce livre avec mon ami Abozid, qui est un inspecteur du travail en retraite, comme moi. Et on avait tout, on ne s'est pas trompé sur rien, l'ordonnance. Sauf qu'on avait oublié un peu, pas oublié, on n'avait pas imaginé qu'ils oseraient mettre un point. C'est la rupture conventionnelle collective. Et la rupture conventionnelle collective, elle n'est pas motivée. C'est un plan social qui n'est pas un plan social. Ça n'est même pas un volontariat, c'est le patron qui désigne et paf, il vous met de l'argent sur la table, il dit vous partez, il n'y a pas de reclassement, il n'y a pas de formalité, rien. Vous signez la convention de rupture conventionnelle collective. Et donc ils vont vers ça, et c'est évidemment tout le système anglo-saxon qui est leur modèle. Après, je sais qu'aujourd'hui on emploie des termes qui sont différents. Vous parlez de rupture conventionnelle, aujourd'hui on emploie plus le terme de plan social de l'emploi. Tout comme aujourd'hui, bon, c'est salarié, il y a quelques années de ça, on parlait de CDI. Ouais. Là, on parle de plus en plus de collaborateurs. Oui, ah oui. Voilà. Bon, quelques-uns d'entre vous m'ont-ils déjà entendu, parce que je n'ai pas abordé ce soir sous cet angle-là. Ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Ça, c'est la définition d'un contrat de travail. Un lien de subordination juridique permanent. Il n'y a pas de citoyenneté dans l'entreprise, il n'y a pas d'égalité dans l'entreprise. C'est l'employeur qui décide seul de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat.
Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes subordonné, et c'est pour ça que vous avez un code du travail en contrepartie de la subordination. Alors, quand j'entends les boîtes, j'avais des DRH qui venaient voir, monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Alors à chaque fois je faisais l'âne, et je disais, mais c'est quoi vos collaborateurs? C'est des clandestins, vous n'avez pas déclaré, ils ne sont pas sur le registre du personnel. Alors la fille me disait, ou l'homme me disait, mais non, bien sûr, monsieur l'inspecteur, ils sont salariés, voyons. Alors je disais, mais pourquoi vous les appelez collaborateurs? Il ne faut pas être à la fois collaborateur et subordonné, ça ne colle pas dans la langue française. En plus, moi je suis un juriste. Dans mon code du travail que vous trouvez trop gros, il n'y a pas une seule fois le mot collaborateur. Et donc pourquoi vous les appelez comme ça? Alors la réponse c'était, c'est pour les valoriser. Alors à chaque fois moi je disais, vous trouvez ça valorisant vous? Si on avait mis le mot collaborateur en 1945-46 dans le code du travail, je ne suis pas sûr que les gens se seraient sentis valorisés. Et la discussion continuait comme ça, parce qu'en vérité, quel était l'enjeu? C'est de vous faire croire que dans l'entreprise, vous étiez tous dans le même challenge. Donc challenge, c'est ça, challenge. Défi, vous êtes dans le même bateau. Enfin, jusqu'à ce que le patron, il parte avec le bateau. Et là, vous restez amarré sur le quai pour l'emploi. Et là, vous comprenez que vous n'étiez pas collaborateur. Et donc, il y a quelque chose de contractuel et de légal dans les rapports à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle de salarié et qu'on ne va pas parler de collaborateur. Et moi, je m'élevais toujours contre le mot collaborateur. Mais maintenant, vous avez une ministre, je ne sais plus laquelle, là, hier, qui disait « Oui, il faut arrêter avec la subordination. » C'est Obama qui donnait le chiffre. Il y a 24 000 meurtres. C'est une société hyper violente. Hein. Mais ce qui n'est pas assez dit, c'est que sur les 24 000 meurtres, il y a 200 patrons qui se font tuer chaque année aux États-Unis par ceux qu'ils ont licenciés. Moi, je le dis aux patrons français. Êtes-vous sûr de vouloir changer de système? Parce qu'entre un système barbare et un système civilisé, moi je préfère les prud'hommes au système américain. Et le progrès social et sociétal, même pour vous patrons, on peut les prendre par les sentiments, serait plutôt de ne pas vous en prendre aux prud'hommes et de ne pas chercher à imiter le système anglo-saxon. Vu la longueur de tes dernières phrases, je vais faire demander une dernière. Je vous rappelle que Gérard a ramené des bouquins, d'accord? Donc sur le code du travail, sur l'histoire de la révolution russe, sur les actes, hein, et pas sur l'idéologie. Et ensuite un roman policier, hein, un peu original, et je vous conseille. Voilà. Donc une dernière question. Là. Comment expliquez-vous, malgré l'état des lieux que vous avez développé durant votre intervention, la difficulté pour les syndicats de se mobiliser? Merci de votre question. Alors, l'année dernière, on a fait, contre la loi El Khomri, qui était déjà les prémices, je crois que l'expression est bonne, les ordonnances, c'est une loi El Khomri XXL. En vérité, Macron avait voulu déjà durcir la loi l'année dernière, il était déjà aux affaires, et il s'est fâché, mis en boule pour arriver à le faire cette année. Bon. Mais l'année dernière, on a fait 14 manifestations. On avait 80% de l'opinion pour nous. Et on n'a pas gagné. Les gens le savent. Bon, ils ont manifesté 14 fois. Et on sait qu'il y a eu, les études le montrent, en gros 3 500 000 personnes qui ont manifesté au moins une fois l'année dernière. De même que cette année, sur les 3 manifestations, il y a plus, parce que ce n'est pas les mêmes gens qui sont venus à chacune. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment, c'est que si on a perdu avec 14 manifestations, on ne va pas gagner avec 14 autres manifestations dans les conditions politiques actuelles. Alors justement, je suis en train de dire, hein, alors c'est pas que je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire les manifestations, je suis pour, hein, et il faut les organiser, les préparer, les rendre le plus unitaires possible, et concentrer nos mots d'ordre sur le retrait des ordonnances. Mais les gens vont chercher une solution qui ne peut pas être seulement le défilé de rue. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait un petit quelque chose, c'est mon idée à moi, hein, je ne suis pas Madame Soleil, ni rien, mais il y avait un petit quelque chose qui avait été mis debout. Et évidemment, ça ne gênait pas les patrons, vous occupez les places dans les villes, ils s'en foutent. La seule chose qui craignent, c'est l'occupation de leurs entreprises.
Parce que l'occupation de leurs entreprises, c'est là qu'est le pognon. Et les grands moments où on a gagné dans l'histoire de France, ça a été en juin 36 et en mai 68. Et chaque fois, ces occupations d'entreprise, on peut les lancer sur des mots d'ordre. Parce que ça ne se fait pas, personne ne peut lancer un mot d'ordre. Personne n'a la qualité, la force, aucun des syndicats. Alors s'ils se mettaient ensemble, s'il y avait un accord unitaire et tout, peut-être. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, moi je me souviens bien, c'est mon âge, hein, j'ai 72 berges, et si je milite encore à mon âge, c'est à cause de mai 68. Moi j'étais à Rouen, bon, je me souviens bien, parce qu'avant mai 68, on me disait, il n'y a rien qui se passe, c'est fini 36, il n'y aura plus jamais de grève, les ouvriers sont bourgeoisés, il y a le crédit, le tiercé, la bagnole, 36 on ne le verra plus. J'avais 20 ans que j'entendais ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans une famille qui sans doute me poussait à ça, et mes liens personnels, mais je pensais, non, pas du tout, il y aura un autre 36. Je pensais à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, et c'est arrivé. Je l'ai vécu comme une sorte de symbiose, parce que d'abord, je pensais contre d'autres que ça allait arriver, deuxièmement, j'avais milité pour que ça arrive, et troisièmement, quand ça s'est passé, comme toujours, je me suis trouvé porté, c'était dans la région rouennaise, à la direction du mouvement de cette époque, et on voit les gens se transformer en 3 jours, ils apprennent plus qu'en 3 semaines, et en 3 semaines, ils apprennent plus qu'en 3 ans. Même les gens qui ne bougeaient pas se mettent à bouger. Et du point de vue des syndicats, j'ai fait une étude, je l'ai fait là sur la région rouennaise, mais elle est valable partout. Le secrétaire de l'Union départementale CGT de Seine-Maritime, il y avait 90 000 syndiqués à la CGT. Il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, rien de ça, ni d'ordinateur, et il reçoit des coups de téléphone qui lui apprennent que toute la vallée de la Seine se met en grève et que toutes les entreprises sont occupées. Le gars, il ne bouge pas de son bureau, puis téléphone après téléphone, il tient un carnet de bord. Et le carnet de bord, je l'ai vu, quoi, c'est extraordinaire. Il dit ici de l'entreprise, ici du Bijon, la CFEM, Gonfreville-Lorcher, la chimie, tout ça. Puis après, il s'arrête et dit, alors ils sont en grève eux aussi. Mais comment c'est possible? J'y suis passé, il n'y avait aucun syndiqué. Ah mais là, je suis passé dans cette boîte, les 2 syndiqués qu'on avait, ils m'ont dit que ça allait mal, le moral n'y était pas. Oh mais là, on a un syndicat, mais il est tout petit. Ah bon, ils sont tous en grève. Et là, ça s'était produit comme une traînée de poux. Alors, je ne vante pas la spontanéité, je vante l'harmonie entre des syndicats cagistes qui se battent et qui se sont battus l'année dernière puissamment et encore cette fois, qui cherchent leur voie à l'unité, et les salariés qui sont au pied du mur. Parce qu'en fait, les salariés bougent dans leur masse quand ils ne peuvent pas faire autrement que de bouger. Parce que ça coûte cher les grèves, parce que, etc. Et là, on atteint, je ne sais pas, c'est pas le point Godwin, je ne sais pas comment on dit, mais on atteint un point particulier en France. C'est mon analyse, hein, je peux me tromper. C'est que ce qu'ils voulaient depuis plusieurs décennies pour reprendre ce qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale, ils sont en train d'y arriver. C'est-à-dire que là, vraiment, on l'a parfois dit prématurément, hein, on a déjà dit que Denis Kessler voulait détruire tout ce qui était le programme du Conseil national de la résistance, etc., etc. Là, je vous ai dit qu'ils voulaient détruire les cotisations sociales après avoir détruit le Code du travail. Je vous explique ce qu'ils vont faire sur la retraite en 2019 si on ne bouge pas avant, etc. Et il y a une particularité, peut-être, à mes yeux, du régime actuel. C'est-à-dire que la Ve République s'est condensée sur la victoire d'un individu qui est un individu. Paradoxalement, et c'est vrai, il est passé par-dessus les partis, tout le monde le sait, mais en même temps, il n'a que des ennemis partout. Il n'y a pas de base. C'est pas En Marche qui est une base. Les gars, il y en a encore qui n'ont pas encore trouvé les clés de l'adresse de l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres qui vendent des Tupperware parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas encore d'indemnité. Enfin bon, j'exagère, mais En Marche, c'est pas un parti. Donc il n'y a pas de base sociale à Macron. Si, il en a une. Le CAC 40, les 4 gouverneurs des 4 grandes banques, les 9 milliardaires qui tiennent tout le système médiatique, et le haut de l'oligarchie, des multinationales. Il y a 58 multinationales en France qui blanchissent 100 milliards chaque année au Luxembourg. Ceux-là, ils ont réussi à faire de Macron leur créature. C'est comme s'ils l'avaient fabriqué avec une imprimante 3D. Hein. Ils l'ont sorti totalement, ils l'ont porté au pouvoir. Et lui, il a fait le putsch d'un homme de cabinet. Il est passé par l'échec complet du quinquennat Hollande, et il a
il est passé entre les gouttes contre un Fillon qui était discrédité dans sa propre base de droite. Et c'était pas pour ses qualités personnelles, parce que les gens qui ont voté vraiment pour lui, toutes les études disent que c'est entre 8% et 13%, 14%. Après, il a bénéficié des voix qui étaient contre Fillon, et après des voix qui étaient contre Le Pen. Mais le gars, il s'y croit, parce que son encadrement d'argent lui dit vas-y, fais tout ce qu'on n'a pas pu faire avant, vas-y. Sauf que c'est un gap entre la tête d'épingle sur laquelle il repose du point de vue social et l'ensemble de la société. Donc là, il y a une obligation pour le salarié. Mais pour ça, il faut expliquer. On ne voit pas encore les prémices. Mais il se passera, moi je suis sûr, il se passera quelque chose avant qu'on nous ait tout pris. Les gens ne vont pas se laisser complètement dépouiller de leur retraite, de leur cotisation sociale, de tout ça. À un moment donné, il y aura... Alors, comment c'est en mai 68, c'était... Il y a 2 boîtes qui ont démarré, hein, Sud Aviation et Clément Renault. Moi, j'étais à côté de Clément Renault et j'étais lié à ce démarrage. En mai 36, c'était 2 boîtes aussi. C'était Latécoère et Breguet. Alors, en 36, c'était plus sophistiqué. Parce qu'en 36, il y avait un accord politique entre les partis en 35. L'accord dit de Rassemblement Populaire, il ne s'appelait pas encore Front Populaire. Cet accord a permis une unité syndicale, très importante. En mars 36, fusion syndicale, 3 millions d'adhérents d'un seul coup. La victoire électorale en découle, le 4 mai 36. Blum ne sait pas quoi en faire, il ne fait même pas son gouvernement. La grève démarre à la mi-mai. Et elle s'étend dans tout le pays. Ils se disent, ils vont se fatiguer, ils ne vont pas passer la Pentecôte. Ils passent la Pentecôte, on arrive le 1er juin, le gouvernement est toujours pas créé, le patronat appelle Blum, il dit mais dépêche-toi de le faire tout le gouvernement. Et à ce moment-là, il y a les accords Matignon, comme on connaît. Mais les accords Matignon, ils mettent le premier jour les 40 heures. C'était pas dans le programme du Front Populaire. Le programme avait été rédigé par les radicaux, ils ne parlaient pas des 40 heures. Ils vont plus loin. Et le 9 juin, le lendemain, la grève s'étend quand même. Le 10 juin, c'était encore. Le 11 juin, c'était encore, alors ils mettent les congés payés. C'était pas prévu non plus. Mais ils les mettent dedans. Puis après, ils disent aux gens, allez les prendre tout de suite. Là, ils font pas de chichi. Allez pédaler à la mer. Allez prendre vos vacances. Comme ça, vous libérez nos entreprises. Et après, ils s'appliquent tous à faire rentrer dans le rang le torrent qui est sorti de son lit. Bon, ça, c'est ça, 36. Nous, on a un problème aussi, c'est qu'on n'a pas d'unité politique, il n'y a pas de perspective politique, puisque j'ai décrit comment le putsch de Macron, ça avait pu se faire tout à l'heure. Donc il faut aussi qu'il y ait, pour que les gens aient envie de se battre, courent des risques, pour se défendre des menaces ultimes qu'ils vont subir, il faut qu'il y ait une perspective politique. Alors la perspective politique, pour moi, elle est toujours la même, hein, c'est l'unité de la gauche. Et aujourd'hui, il n'y a que des morceaux de la gauche. Elle est fragmentée. Il n'y a personne qui peut donner des leçons à personne. Personne n'est capable de diriger à la place de personne. Et il n'y a un maillage d'accords, de discussions, de syndicats, de partis, d'associations qui puissent reconstituer la gauche. Et ça ne peut se faire qu'en lien avec la lutte sociale. Ça ne peut pas se faire séparément. L'un va imposer l'autre et l'autre va stimuler l'un. Et on en est au début de cette histoire. Alors, la manifestation d'hier, 25 000, je ne crois pas que c'est parce que les gens ne veulent pas. C'est parce que pour l'instant, ils n'y croient pas. Mais ils veulent. La colère est immense dans le pays. Moi, je circule, nous avons un pays hyper politisé. Mais s'il y a une opportunité, ça partira comme une flèche. Et donc, le travail des militants et des réunions comme ce soir, c'est de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut semer les graines et il faut faire encore, parce que hier j'étais dans une réunion sur Paris, c'était des amis un peu âgés dans une librairie du 13e arrondissement, et elle me disait, tu te rends compte tout ce qu'on a fait, Gérard, depuis 40 ans, 50 ans, et on a Macron. Alors je disais, oui, ça, pour nous, c'est pas brillant comme résultat actuel, mais qu'est-ce que tu veux faire? Arrêter, tu vas pas te battre? C'est comme arrêter de se battre pour la paix, le pain, la terre quand vous êtes en pleine guerre. Personne ne peut s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Et les gens le savent. Et donc à un moment donné, il va y avoir l'étincelle, le déclencheur, le détonateur, c'est arrivé en 68. Hein. Alors vous me direz, en 68, il y avait des prémices, ça se voyait. Parce que j'ai appris que Macron voulait célébrer mai 68. Je sais pas, on a droit à un joker là.
il y a deux mai 68. Il y a un mai 68 mondain et un mai 68 social. Et c'est pas le mai 68 social qui va fêter. Hein. Il fera ça avec Cohn-Bendit et quelques Ouistiti qui sont passés à droite depuis longtemps. Mais ça ne fera pas de mai 68 social. Bon, mais ceci dit, tout ça va tourner dans les esprits. Donc je suis envers et contre tout optimiste, en ne sachant pas, parce que je ne suis pas Madame Soleil, vous dire quand le détonateur fonctionnera, comme en 68, ni avec quelle force, mais je ne crois pas que notre salariat se laissera faire. Ayez confiance. C'est nous la force, et c'est nous, comme dit mon ami Ruffin, qui à la fin on gagnera. Je vais faire un pouce, je vais reprendre la parole. Merci Gérard.